La destruction est toujours la solution. On détruit des parts de nous-mêmes tous les jours. On photoshop nos imperfections. On retouche les parties de nous qu'on déteste. On modifie celles que les autres n'aimeraient pas. On travaille notre identité. On la modèle, on la distille. On ne vit que par la destruction. Et si nous étions tous des œuvres inachevées, sculptées par la peur de ne pas être aimés? Depuis notre enfance, nous avons été conditionnés à nous percevoir comme des individus fixes, ayant une essence propre qui nous définit de manière permanente. On nous demande « Qui veux-tu être quand tu seras grand ?» comme si l'identité était un choix figé à faire une bonne fois pour toutes. Mais ce concept repose sur une erreur fondamentale. Nous ne sommes jamais une seule et même personne, à travers le temps. Chaque moment de notre vie modifie notre perception de nous-mêmes. Ce que nous pensions être vrai il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Nos croyances évoluent, nos préférences changent, nos valeurs se redéfinissent. Pourtant, nous nous accrochons à quelque chose d'illusoire, une ligne directrice que nous nous racontons pour donner du sens à notre existence. Mais cette chose n'existe que dans notre narration intérieure, pas dans la réalité. Cette remise en cause de l'existence d'un soi permanent avait déjà été formulée par David Hume au XVIIIe siècle. Lorsqu'on tente de saisir notre identité en introspection, on ne rencontre qu'un flux de perceptions, les sensations, les pensées, les émotions, sans noyau, immuable. Il parle d'un faisceau de perceptions, plutôt que d'un moi réel. Il rejoint donc l'idée que notre conscience d'être nous-mêmes n'est qu'une construction mentale, et non une essence fixe. L'identité ne se construit pas dans le vide. Elle est continuellement façonnée par les attentes et les jugements des autres. Chaque interaction nous pousse à adopter un rôle social particulier. On ne se comporte jamais de la même façon avec nos parents, nos amis, nos collègues ou encore des inconnus. Nous apprenons dès l'enfance à nous adapter pour être acceptés. Un enfant qui exprime une opinion impopulaire sera toujours moqué et corrigé, ou même ignoré, l'incitant à remodeler sa pensée pour mieux correspondre aux normes du groupe. Ce processus continue tout au long de notre vie. Nous n'adoptons pas une identité, nous la négocions en permanence avec notre entourage. Michel Foucault montre que nos identités sont aussi produites par des discours et par des systèmes de pouvoir plus vastes. Par exemple l'école, la justice, la médecine. Les institutions définissent des normes et des catégories qui influencent profondément la manière dont nous nous percevons. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas seulement façonnés par les attentes explicites de notre entourage, mais aussi par tout un ensemble de pratiques et de discours qui nous assignent un rôle, parfois à notre insu. Sartre, lui, parlait de la mauvaise foi, ce phénomène où l'on joue un rôle pour répondre aux attentes extérieures. Nous savons au fond que nous ne sommes pas vraiment ce que nous prétendons être, mais nous continuons quand même ce jeu, parce qu'il est nécessaire pour survivre dans la société. Dans le monde contemporain, nous jonglons entre plusieurs identités. Nous avons une identité numérique, façonnée par les réseaux sociaux, où nous choisissons ce que nous montrons et ce que nous cachons. Nous avons également une identité professionnelle, qui exige souvent de masquer notre vraie personnalité pour adopter une posture conforme à nos obligations. Nous avons enfin une identité intime, réservée à nos proches, et encore, même ici, nous jouons des rôles. Nos identités ne sont pas seulement multiples, elles sont parfois contradictoires. On peut être quelqu'un de confiant en apparence, mais profondément anxieux en privé. On peut prôner des valeurs que nous ne respectons pas toujours. Nous sommes des puzzles aux pièces interchangeables, et non des entités homogènes. Baudrillard, dans sa théorie des simulacres, explique que dans une société saturée de représentations et d'images, nous ne vivons plus la réalité, mais une accumulation de masques et de fictions. Nos identités sont devenues des rôles que nous performons plutôt que des vérités que nous incarnons. Dans la même veine, Deleuze et Guattari évoquent la subjectivité comme des assemblages de désirs, de relations, de flux et de représentations plutôt qu'une entité stable et fermée. Chaque contexte social, chaque interaction, voire même chaque plateforme numérique, réagence notre manière d'être. Nous ne formons donc pas un bloc homogène, mais un réseau de composantes qui se combinent et qui se recombinent sans cesse. Il y a également un autre facteur qui sape notre illusion d'identité. Notre propre cerveau nous ment. Nos pensées ne sont pas vraiment les nôtres. Des études ont montré que notre cerveau prend des décisions avant même que nous en ayons conscience. L'impression d'avoir un libre arbitre est finalement une illusion. Notre mémoire également peut être trompeuse. Nous reconstruisons nos souvenirs en fonction de nos émotions et de nos besoins du présent. Ce que nous croyons être des éléments centraux de notre identité, par exemple nos expériences passées, sont en réalité des reconstructions partielles et souvent inexactes. Et enfin, nos émotions nous manipulent.
Nous nous définissons souvent en fonction de nos ressentis. Je suis une personne optimiste, je suis quelqu'un d'anxieux. Mais ces états d'âme fluctuent constamment en fonction de nos hormones, de notre alimentation et même de notre sommeil. Surtout de notre sommeil. Si même nos pensées et nos souvenirs ne sont pas fiables, comment on peut prétendre être des individus cohérents et fixes ? Si l'identité est une illusion, pourquoi avons-nous tant besoin d'y croire ? Eh bien parce que cette illusion nous rassure. Nous avons besoin d'un fil narratif pour donner du sens à notre existence. C'est ce fil même qui nous permet de prendre des décisions, de nous projeter dans l'avenir et pour avoir des relations stables. L'identité est une construction sociale et biologique, mais ça ne signifie pas qu'elle est vide de sens. Elle nous sert de boussole, même si cette boussole est en perpétuelle réorientation. Si on pense que tout ça est une illusion, si l'identité n'existe pas, alors faut-il la déconstruire totalement ? Faut-il effacer ce que nous croyons être pour ne laisser place qu'à une forme de neutralité, à un moi sans contour, débarrassé des influences sociales et culturelles ? La déconstruction de soi est une étape souvent inévitable lorsqu'on prend conscience de l'artificialité de notre identité. Mais jusqu'où faut-il aller dans ce processus ? Peut-on se déconstruire sans se perdre entièrement ? Nous avons souvent l'impression de nous façonner avec le temps, d'enrichir notre personnalité à travers nos expériences, mais pourtant, ce que nous appelons construction est bien souvent une série de renoncements. Nous ne devenons pas, nous éliminons. Ce que nous restons n'est pas le fruit d'un édifice en expansion, mais d'une sélection, d'un tri continu entre ce qui est socialement acceptable et ce qui ne l'est pas. Le fait de s'adapter pour survivre est souvent très représentatif de l'esprit humain. C'est ancré en nous. Dès l'enfance, nous comprenons instinctivement que certaines facettes de nous doivent être gommées pour éviter le rejet. Il y a toujours quelque chose d'inconscient qui se passe quand nous faisons une action qui pourrait être potentiellement mal vue par nos congénères. Un enfant, trop expressif, finira par tempérer ses émotions, s'il se rend compte que ses pleurs ou sa joie exubérante agacent les adultes. Même chose pour un adolescent qui cachera ses goûts ou ses opinions, s'il réalise que ça peut le rendre vulnérable aux moqueries. Plus tard, dans la vie professionnelle, nous apprenons à filtrer notre manière de parler, notre façon de penser, afin de correspondre aux attentes implicites du monde du travail. Ce que nous voyons comme de la maturité ou du professionnalisme est en fait une suite d'ajustements, de suppressions. Nous renions ce qui dépasse pour nous conformer aux structures existantes. Nous nous effaçons peu à peu, nous devenons des individus calibrés, polis, débarrassés des éléments jugés déviants. Mais dans tout ce processus, nous perdons parfois ce qui faisait notre singularité. L'adaptation sociale a un coût. Chaque silence, chaque compromis contribue à nous rendre plus neutres, plus interchangeables. Nous nous éloignons de ce que nous pourrions être pour nous conformer à ce que nous devons être. Le fait d'avoir une identité propre à chaque individu est en fait une invention moderne. Dans les sociétés traditionnelles, la notion même d'individu distinct était secondaire par rapport à l'appartenance à un groupe. On ne devenait pas soi-même, on occupait un rôle prédéfini dans la famille, le clan. L'identité était un prolongement des traditions et des fonctions collectives. Ce n'est qu'avec l'avènement de la modernité et du libéralisme que la quête du moi véritable a émergé comme une nécessité existentielle. Et ce passage d'une identité collective à une identité individuelle a eu des effets ambigus. D'un côté, il nous a libérés des carcans imposés par la tradition. De l'autre, il nous a plongés dans une angoisse permanente. Nous ne sommes plus définis par un cadre rigide, mais nous sommes désormais chargés de nous créer nous-mêmes, dans un monde où les repères sont mouvants et où l'injonction à l'authenticité est omniprésente. Si nous sommes entièrement responsables de notre identité, alors chaque choix et chaque échec devient une remise en question existentielle. Et cette quête est un véritable labyrinthe, une source d'anxiété où nous nous sentons perdus, incapables de nous définir de manière stable. La prise de conscience de l'artificialité de notre identité peut mener à une phase de déconstruction. Lorsqu'on comprend que tout ce que nous sommes est façonné par des forces extérieures, la famille, la culture, la biologie, les normes sociales, eh bien il devient tentant de vouloir tout effacer, de se dépouiller de ses influences pour atteindre un soi pur, débarrassé de toute contamination. Mais ça comporte un danger. Si nous poussons la déconstruction trop loin, nous risquons de nous retrouver face au vide. Qui sommes-nous une fois que nous avons déconstruit toutes nos illusions ? Un être sans repère, sans structure, flottant dans un néant identitaire. Or, une identité, même illusoire, est nécessaire pour fonctionner dans le monde. Nous avons besoin d'un ancrage, d'une continuité, d'un minimum de cohérence pour agir, interagir, ou même exister. La question n'est donc pas « doit-on se déconstruire ?», mais plutôt « jusqu'où aller dans cette déconstruction ?» Déconstruire certains conditionnements peut être libérateur. Prendre conscience des mécanismes qui nous façonnent nous permet de nous réapproprier une partie de notre existence. Mais déconstruire sans reconstruire, c'est risquer de ne plus être rien.
Il ne s'agit pas de faire table rase, mais plutôt de choisir consciemment ce que nous voulons garder, ce que nous voulons abandonner, ce que nous voulons réinventer. C'est précisément ce que le philosophe Jacques Derrida entend par déconstruction. Il ne s'agit pas de chercher une soi-disant vérité cachée derrière toutes nos illusions identitaires, mais de montrer que tout discours sur le soi repose sur des structures qui peuvent être remises en question. La déconstruction n'est donc pas un simple démantèlement destructeur, c'est un travail constant de mise en lumière des contradictions internes. Autrement dit, il n'existe pas de fond ultime de l'identité à découvrir, mais plutôt un espace d'ouverture pour se réinventer en permanence. Mais peut-on exister sans modèle ? Même en rejetant les normes, nous finissons toujours par nous structurer autour de nouveaux modèles. Un individu qui rejette les conventions sociales traditionnelles finira par s'identifier à d'autres groupes qui partagent sa vision du monde. Nous avons un besoin fondamental d'appartenance. Tout ça, c'est ancré en nous, comme j'ai pu déjà le dire. Et même dans la déconstruction, nous cherchons inconsciemment de nouvelles formes de structuration. Finalement, pouvons-nous accepter d'être des êtres en transformation sans chercher à figer notre moi dans un cadre rigide, ni nous perdre dans une déconstruction infinie ? La destruction est-elle la seule voie ? Est-ce qu'on doit tout effacer jusqu'à disparaître, renoncer totalement à toute identité de définition pour atteindre une forme de liberté ultime ? Si nous ne sommes rien de stable, si notre moi n'est qu'un enchevêtrement de perceptions éphémères, comment pouvons-nous exister pleinement ? Faut-il embrasser cette absence d'identité comme une libération ? Ou bien au contraire la combattre en cherchant à nous redéfinir sans cesse ? Lorsqu'on réalise que notre identité est une accumulation de rôles et d'influences, la tentation est grande de vouloir se reconstruire sur de nouvelles bases, d'effacer l'ancien pour créer une version de nous-mêmes qui serait enfin authentique. On parle souvent de se réinventer, comme si nous pouvions repartir de zéro, choisir une nouvelle personnalité, écrire un nouveau chapitre, en ignorant tout ce qui nous a précédé. Mais c'est un leurre, on ne peut pas réellement se reconstruire ex nihilo, car même dans l'acte de réinvention, nous sommes contraints par nos expériences passées, par les traces laissées par notre histoire. Détruire une identité pour en bâtir une autre ne fait que déplacer le problème. Nous restons prisonniers de la nécessité de nous définir, d'exister sous une forme reconnaissable, d'avoir un fil conducteur qui nous donne une cohérence. Et même la société nous empêche de disparaître totalement. Elle exige de nous des étiquettes, des catégories claires. Même celui qui cherche à tout effacer finit par se voir assigner une nouvelle identité, celle de l'individu en quête de renouveau. À moins de vivre en complète autarcie, nous devons toujours composer avec des structures qui nous précèdent et nous dépassent. Alors, si la reconstruction est une illusion, faut-il pousser plus loin et tout abandonner, jusqu'à ne plus chercher à se définir du tout ? Les philosophies orientales, notamment le bouddhisme, offrent une alternative radicale à cette obsession occidentale de la définition de soi. Plutôt que de lutter pour fixer une identité, elle enseigne le principe du non-soi. À partir de cette vision, ce que nous appelons « moi » n'est qu'un flux de pensée, d'expériences en perpétuelle mutation. Et ça rappelle la théorie de Hume que j'ai citée précédemment. L'attachement à l'identité est vu comme une source de souffrance, car il nous enferme dans une illusion de permanence qui va à l'encontre de la réalité du monde. Tout change, tout est en constante évolution. Et vouloir fixer notre être dans une définition figée, c'est lutter contre l'ordre naturel des choses. Mais cette approche, elle n'est pas toujours facile. Nous avons grandi dans une culture qui valorise l'individualité, l'identité forte. Accepter que nous ne sommes rien de stable peut être profondément déstabilisant. Comment interagir avec le monde si nous ne savons pas qui nous sommes ? Mais le fait d'accepter l'impermanence de notre identité, ça ne veut pas dire qu'il faut sombrer dans le nihilisme ou la passivité. Ce n'est pas une négation de l'existence, c'est une manière plus souple et plus lucide de l'aborder. Exister sans s'accrocher à une identité. Et en acceptant que nous sommes en transformation constante, eh bien nous gagnons en liberté. Nous ne sommes plus prisonniers de notre passé, de nos choix d'hier, des attentes que nous avons fixées par nous-mêmes. Nous pouvons avancer sans l'angoisse de perdre notre identité, car nous savons que nous n'en avons jamais vraiment eu une. Grâce à tout ça, on peut voir aussi les autres sous un nouvel angle. Si nous cessons de nous accrocher à notre propre identité, nous pouvons cesser d'enfermer les autres dans des définitions fixes. Nous devenons plus tolérants face aux contradictions et plus ouverts à la complexité humaine, plus enclins à accepter que chacun est un être en constante réinvention. Tout ça nous permet de dire que la destruction de l'identité ouvre la voie à une existence plus spontanée, moins entravée par les attentes rigides que nous nous imposons à nous-mêmes. La plus grande illusion n'est pas seulement de chercher « qui suis-je ?», mais de croire qu'il y a vraiment un « moi » qui pose la question.